On étudie à présent l'ensemble des parties d'un ensemble donné. Voyez, on prend un ensemble E et on va noter P de E, l'ensemble des parties de E, c'est-à-dire des sous-ensembles de E, des ensembles qui sont inclus dans E. Donc attention, P de E, c'est un ensemble d'ensembles. Attention également à l'usage des symboles mathématiques. Lorsque vous écrivez, le symbole appartient. Il faut s'assurer que vous avez à gauche un élément qui appartient à un ensemble. Typiquement, c'est l'écriture que vous avez dans X appartient à E. X est un élément de E. Deuxième symbole, avec lequel il ne faut pas confondre le premier, le symbole d'inclusion. Lorsque vous employez le symbole d'inclusion, ça veut dire qu'il y a une partie, c'est-à-dire un ensemble, qui est inclus dans un autre ensemble. Typiquement, ce que vous trouvez assez communément, F inclus dans E, F est une sous-partie de E. Par contre, vous ne pouvez pas écrire, toujours avec ces hypothèses-là, que F appartient à E. Là, ça ne va pas parce que vous n'avez pas un élément qui est inclus dans un ensemble, vous avez deux ensembles. Pas possible d'avoir une appartenance entre les deux. Deuxième erreur à ne pas commettre, X inclus dans E. Attention, X est un élément de E, donc il faut ici mettre le symbole d'appartenance. Cependant, lorsque F est inclus dans E, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que F est une partie de E, donc F appartient à l'ensemble des parties de E. Faites attention à ces deux écritures équivalentes. F inclus dans E équivaut au fait de dire que F appartient à l'ensemble des parties de E. De la même manière, lorsque X est un élément de E, X est un élément, non pas une partie, comment traduire ça en termes de partie? Eh bien, vous transformez X en lui adjoignant des parenthèses et l'élément X devient le singleton X qui lui est une partie. Autrement dit, le singleton X appartient aux parties de E. Soyez vigilant dans votre écriture, sinon vous risquez de commettre des erreurs. Un petit exemple. Prenons E, l'ensemble constitué des trois éléments A, B et C. Vous auriez pu très bien écrire B à C ou C à B. Dans un ensemble, l'ordre n'a pas d'importance. Vous pouvez écrire, énoncer les éléments dans l'ordre qu'il vous plaît. On vous demande de décrire l'ensemble des parties de E. Voilà ce que j'ai fait ici. Alors, comment procéder? Pour être sûr de ne pas en oublier, il est conseillé de ranger les différentes parties par cardinal croissant, c'est-à-dire selon le nombre d'éléments qu'elles contiennent. J'ai d'abord écrit la partie de E sans aucun élément, l'ensemble vide. L'ensemble vide, c'est toujours une partie de n'importe quel ensemble. Puis ensuite, souligné en jaune, les trois parties de E à un élément, les trois singletons, A, B et C. On n'oublie pas de mettre des accolades, parce que si vous écrivez A, B et C tout seul, ce ne sont pas des parties, ce sont des éléments. Or ici, on est en train de lisser les parties. Par contre, autour de l'ensemble vide, pas besoin d'accolade. L'ensemble vide, sans accolade, désigne un ensemble en tant que tel. Donc, les parties à 0 élément, les parties à 1 élément, souligner en violet les parties à 2 éléments, donc à chaque fois, il suffit d'omettre un élément. Partie A est constituée de A et de B, la partie constituée de A et de C, et la partie constituée de B et de C. Et puis enfin, la partie la plus grande, la partie constituée de l'ensemble tout entier, E. On avait un ensemble à 3 éléments, et on voit ici que cet ensemble à 3 éléments contient 8 parties. Généralisons la propriété que nous venons de remarquer sur cet exemple, à savoir que dans un ensemble à 3 éléments, à partir d'un ensemble à 3 éléments, on peut fabriquer 8, c'est-à-dire 2 puissance 3 parties. On a une propriété plus générale qui nous dit que si un ensemble E contient n éléments, ce qu'on note cardinal de E égale n, alors il contient 2 puissance n parties, c'est-à-dire que le cardinal de l'ensemble des parties de E, c'est 2 puissance n. On va proposer 2 démonstrations, comme ça vous aurez le choix, vous aurez chacun l'approche que vous préférerez utiliser de ce résultat. Première démonstration, on note A1, A2, AN, les éléments qui constituent l'ensemble E. Et on va chercher à construire formellement une partie de E. Alors, comment fait-on pour construire une partie de E? Eh bien, lorsqu'on se trouve face à chaque élément de notre ensemble, on se pose la question, est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on ne le garde pas? Par exemple, si on ne garde personne, ça va faire l'ensemble vide.
Si on garde tout le monde, ça va faire l'ensemble E. Si on décide de garder A1 et aucun des autres, on va avoir le singleton réduit à A1. Ça, ce sont simplement des exemples. Donc, pour construire de manière générale une partie F de E, on regarde le premier élément, A1, et on se demande si on le prend ou non. Ça nous fait deux choix. Puis, on se pose la même question avec le deuxième élément, A2. Est-ce qu'on le prend ou pas? Deux choix. Ainsi de suite, jusqu'au dernier élément AN. Est-ce qu'on le prend ou est-ce qu'on ne le prend pas? Deux choix. Au final, combien a-t-on de possibilités? On est en train de dénombrer toutes les possibilités, toutes les manières de fabriquer des parties de E. À la fin, ça nous fait 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc 2 puissance n possibilités, 2 puissance n choix. Deuxième manière, deuxième façon de prouver ce théorème, en anticipant peut-être un petit peu sur des connaissances de combinatoire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre l'idée de l'exemple, c'est-à-dire que nos parties de E, on va les classer selon leur cardinal, c'est-à-dire selon le nombre d'éléments qu'elles contiennent. D'abord, les parties qui contiennent 0 élément, puis celles qui contiennent 1 élément, puis celles qui contiennent 2 éléments, etc. Pour cela, on introduit une nouvelle notation, on va noter P indice P de E, l'ensemble des parties de E qui contiennent très exactement P éléments, P variant entre 0 et n. On le sait, vous le saurez bientôt, que le nombre de parties à P éléments d'un ensemble E qui en contient n est donné par le coefficient binomial P parmi n. C'est l'une des définitions possibles du coefficient binomial. Donc dans notre ensemble E à n éléments, il y a très exactement P parmi n parties qui comptent P éléments. Maintenant, pour compter l'ensemble des parties de E, on va sommer les cardinaux précédents, puisqu'on a à l'intérieur de P de E fait ce qu'on appelle une partition, c'est-à-dire un regroupement selon les différents cardinaux des parties. Le cardinal de P de E, ça va donc être la somme pour P variant de 0 à n des cardinaux précédents, c'est-à-dire la somme pour P allant de 0 à n de P parmi n. Et ici, on reconnaît une formule célèbre qui vient de la formule du binôme de Newton. Grâce à la formule du binôme de Newton, on peut en effet montrer que cette somme est égale à 1 plus 1 puissance n, c'est-à-dire 2 puissance n. On retrouve le résultat annoncé.